Votre émission vous est présentée par Zeiss. Dans les ateliers, les scanners 3D peuvent-ils remplacer les palpeurs et accélérer les contrôles? Comment ça marche? Quels bénéfices pour les industries? On en parle dans MP l'émission. Bienvenue, je suis Jérôme Méran, rédac chef de Machine Production. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau de MP l'émission Alexandre Gérard. Vous êtes responsable des ventes de scanners 3D chez Zeiss pour le Sud-Ouest. Nicolas Liévaux, vous êtes responsable produit chez A2Mac1. Et Jean-Pierre Touchard, vous êtes le dirigeant de STMPO. Bienvenue à vous sur le plateau de MP l'émission. Alexandre, quelles sont les différentes technologies de scanner 3D? Alors, un scanner, c'est avant tout un système qui est capable d'acquérir sans contact la topologie d'un objet. Alors, il en existe des dizaines. Ça peut commencer avec un smartphone et une application de scanner 3D. Mais si on parle de scanning en métrologie, ça sous-entend que le scanner va avoir une incertitude de mesure qui va lui permettre de faire de la mesure en production. Et là, du coup, on va retrouver deux grandes familles de produits. Les scanners à lumière structurée et les scanners laser. D'accord. Donc les scanners laser, ce sont des dispositifs comme celui-ci, qui vont être capables donc de numériser un objet en projetant des lignes laser. Ces lignes vont épouser la surface de la pièce, et grâce à ces deux caméras et par triangulation, le scanner va être capable de remonter les coordonnées 3D de tous les points qui sont sur les lignes laser. D'accord. Et dans cette famille de scanners laser, on va trouver deux autres familles de scanners. Ça va être les scanners qui vont être portés par un dispositif mesurant, comme une machine à mesurer tridimensionnelle ou un bras de mesure, voilà. Ou alors les scanners laser portables qui vont être portés par un humain, et par moi, quoi, par exemple. Comme celui-là. Comme celui-là, exactement. Et comme je ne suis pas encore un dispositif mesurant, le scanner va avoir besoin de se référencer dans l'espace, Ah oui. et il va le faire grâce à des cibles. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont pour les scanners laser. L'autre famille de scanners, ça va être les scanners à lumière structurée. Sans trop rentrer dans les détails techniques, la différence qu'on va retrouver entre les deux familles, ça va être que là où le scanner laser, pour mesurer une surface, on va être obligé de balayer toute la surface de la pièce pour la mesurer. Avec un scanner à lumière structurée, en une seule acquisition, on va être capable de couvrir la même surface, et en moins de 5 secondes, par exemple. Un scan, ça prend moins de 5 secondes avec un scanner à lumière structurée. Donc pour prendre une image, si on devait recouvrir un mur d'une chambre, par exemple, c'est comme si, avec un scanner laser, on s'amusait à le peindre, Ouais. alors qu'avec un scanner à lumière structurée, c'est comme si on positionnait des planches de papier peint dessus. D'accord. Voilà. Alors très bien, après une question justement sur la précision. À quel niveau de précision peut-on réellement parler de métrologie 3D sur les deux familles de scanners? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, ça va dépendre de l'application. On va avoir des applications pour lesquelles le dixième de millimètre va très bien faire l'affaire, et on va pouvoir parler de métrologie dans cette application avec des incertitudes de mesure au dixième de millimètre. Pour d'autres applications, ça va être plutôt le centième de millimètre, et pour d'autres applications, on va avoir besoin de se rapprocher du micron. Donc au niveau du micron, c'est pas réservé aux scanners, ça va être plutôt le domaine des machines à mesurer tridimensionnelles, mais voilà, les meilleurs scanners sont capables de mesurer un peu en dessous de 10 microns. D'accord, ouais, donc c'est déjà pas mal. Avant d'aborder les cas d'usage avec nos deux autres invités, comment les scanners 3D sont-ils étalonnés? Alors, il y a plusieurs choses, parce que souvent on confond l'étalonnage, calibrage, vérification, certification. Donc les scanners sont livrés en général avec une plaque de calibrage. Cette plaque de calibrage, elle est en général, on a des points dessus qui ont été eux-mêmes mesurés par un système de photogrammétrie très précis. Et la procédure de calibrage va consister à mesurer cette plaque depuis différentes distances, depuis différents angles, et le logiciel qui pilote le scanner va récupérer toutes ces mesures et va générer une matrice de mesure pour le scanner. Et de cette manière, en fait, il va être capable de mesurer de manière fiable et précise. Ça, c'est le calibrage et l'étalonnage. Alors ensuite, on va pouvoir donc, soit le client va pouvoir acheter un étalon certifié, et tout seul va être capable de mesurer cet étalon pour le comparer par rapport aux mesures nominales, ou alors il va faire venir un prestataire
avec l'étalon, qui va pour lui donc le certifier et donc faire la mesure pour lui et donc lui dire si il passe tous les tests et en termes de justesse, il est conforme aux spécifications pour lesquelles il a été vendu. Et la périodicité de l'étalonnage surtout, c'est tous les combien? Ouais, ça va dépendre de chaque client, de son plan qualité, mais en général, une fois par an, on va réaliser cette opération une fois par an, ouais. Merci Alexandre. Nicolas, décrivez-nous votre activité déjà et dites-nous pourquoi vous êtes équipé d'un scanner 3D. Alors, Ademaquin est une société internationale qui est focalisée dans le benchmarking automobile, autrement dit l'analyse de concurrence. D'accord. On va démonter de façon intégrale des véhicules, documenter chacune des pièces individuellement pour les équipementiers, pour les constructeurs. Et en complément de cette activité, on va venir intégrer également du scan 3D dans nos livrables. Donc on a commencé dès 2006 en fait à scanner de façon intégrale, mais juste les enveloppes extérieures, les véhicules complets, donc extérieur, intérieur, soubassement. Et ensuite, à partir de 2017, on a commencé à élargir notre parc de scanners. Donc on a maintenant plus d'une dizaine de scanners par site de production. De chez Zeiss aussi ou Principalement Zeiss, ouais. Ok. Et ça nous permet en fait de venir scanner toutes les pièces du véhicule, de la caisse en blanc, donc vraiment après démontage, jusqu'à la moindre cellule d'une batterie par exemple d'un véhicule électrique. Avant, sans le scanner, vous faisiez comment? Prise de mesure à la main, donc c'était consommateur de temps, c'était pas forcément précis, forcément. Et grâce aux données 3D, maintenant, ça évite également de faire de la logistique physique de pièces, ça évite d'envoyer en fait chez les clients les pièces physiques. Ils peuvent utiliser directement les fichiers 3D pour venir collecter les informations. Très bien, Jean-Pierre, même question. Présentez-nous votre activité déjà. STMPO, donc je suis le dirigeant, j'ai créé l'entreprise il y a une dizaine d'années, il y a 11 ans précisément. Donc on réalise des prestations dans les entreprises, dans lesquelles la qualité, le développement et les achats. Aujourd'hui, on est 5 entreprises et j'ai donc ouvert un service qualité en réponse à des problématiques que j'ai vues chez mes clients sur la qualification des produits, sachant que le PIPAP ou la qualification du produit est souvent la clé pour donner le go-no-go à la production. Donc j'ai un métrologue aussi qui est dans l'équipe, donc on a commencé à travailler avec la MMT dans un premier temps, donc du contrôle sur une machine tridimensionnelle. Donc on a utilisé cet outil d'une manière relativement courante, et j'ai identifié le scan comme un moyen d'efficience sur le gain de temps, et aussi la donnée de sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un contrôle tridimensionnel, on est sur quelque chose de plutôt numérique. On répond à un plan avec des exigences de valeurs numériques et de tolérance. Mais la photo, elle est quelque part un petit peu parcellaire. L'avantage du scan, c'est qu'on va livrer un livrable qui est une enveloppe, et qui permet d'avoir une vision beaucoup plus globale sur la pièce, qui permet d'avoir, même pour un utilisateur lambda, une photo par colorimétrie, qui permet d'avoir vraiment une première approche. Et c'est un outil extrêmement, pour moi, rapide et complémentaire dans la phase de mise au point. Donc on travaille beaucoup, on travaille du développement jusqu'au démarrage de production, série. Et cet outil, pour nous, sa première application, c'est vraiment le développement, les prototypes, pour aller sur les mises au point et aller au livrable qui est le i. Voilà. Très bien, Nicolas, comment s'est passée la mise en œuvre de vos scanners 3D? On l'a fait étape par étape. Forcément, on est passé par une phase de formation où il a fallu sensibiliser en fait nos équipes à la numérisation 3D, donc comment faire l'acquisition en fait justement des différentes pièces, etc. Donc il y a une phase de préparation de la pièce où il faut poser des pastilles pour pouvoir tourner autour de la pièce. Il y a une phase également de préparation au niveau du matifiage, puisqu'il faut poser une sorte de poudre pour effacer tout ce qui va être brillant sous transparence des pièces. D'accord. C'est une poudre qui est fournie par... Il y a différents fournisseurs, mais Zeiss en fournit également, donc voilà, il y a plusieurs types de poudres. Et ensuite, deuxième phase de la formation, ça va être tout l'aspect post-traitement derrière, puisque sur le logiciel, il va falloir nettoyer le nuage de points, il va falloir supprimer ce qu'on appelle les artefacts, tout ce qui peut être bruit environnant, tout ce qui ne fait pas partie réellement de la pièce. Et ensuite, on a un alignement qui va se faire, puisque notre objectif, nous, est de reconstituer un modèle 3D complet. Donc, on a 2500 pièces scannées individuellement qu'on doit réassembler dans un environnement véhicule pour rendre également nos données comparables entre les véhicules. Et donc, il y a cette phase d'alignement qui est indispensable. Jean-Pierre, vous, alors comment vous utilisez vos scanners?
De manière relativement simple. Pour Peut-être aménager une plus vision simple claire. que... Non, mais on que est dans Nicolas. le même processus. Ouais. De toute façon, on a les mêmes réponses ou les mêmes processus sur la partie technologique. Donc, avec le pastillage, le référencement, la partie matifiant sur des matières qui seraient un petit peu problématiques, hein, une notion de couleur, de brillance ou des fois d'opacité. Donc, on a les mêmes problématiques par rapport au matériel. Après, non, je dirais le matériel, on l'a mis en place de manière assez simple. On est plutôt aspiré par la technologie qui peut être assez simple de mise en place. Après, il y a tout le côté exploitation qui est effectivement un petit peu plus complexe, où on est vraiment dans le métier de la métrologie avec, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les softs qui sont associés, Zeiss Inspect et Reverse Engineering. Inspect est un soft très puissant, avec des éléments détaillés un petit peu sur tous les métiers, hein, que ce soit l'aéronautique, donc il y a des choses très spécifiques en termes de modules. D'accord. Donc il y a une vraie pertinence, le maillage est vraiment, la donnée de sortie est une clé, et derrière Zeiss Inspect permet de sortir des rapports très rapidement, extrêmement fins, quoi. Donc il y a une facilité quelque part qui peut être, à contrario de ce qu'on pourrait imaginer sur la complexité du travail, c'est extrêmement rapide et extrêmement simple. Mais il y a un travail préparatoire par contre, qui est le même peu qu'avec une EMT, c'est l'analyse du plan, de tracer le plan de contrôle. Donc ça, il y a un travail préparatoire qui est à peu près le même. Et après derrière, c'est extrêmement rapide. Alors, quel bénéfice concret, Nicolas, vous avez obtenu grâce à ces scanners? On l'a vu en tout début d'émission, forcément, de passer d'un travail manuel à un scanner. C'est sûr que là, il n'y a pas photo, mais sinon. Les bénéfices ont été déjà immédiats, c'est-à-dire que, encore une fois, au lieu de travailler physiquement sur la pièce, on va travailler directement sur le nuage de points. Ça nécessite plus forcément d'avoir la pièce en physique et donc d'aller prendre différents points de mesure, Ouais. que ce soit manuellement à l'aide d'un simple palpeur ou alors avec une machine tridimensionnelle. Là, on peut travailler directement sur le nuage de points. Autre bénéfice, forcément, c'est le gain de précision. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis, sur la prise de mesure et la richesse, tout simplement, de la donnée. C'est-à-dire que là, on va avoir vraiment l'enveloppe complète avec toute la géométrie de la pièce. Et donc, ça va nous permettre d'aller chercher vraiment toutes les zones d'intérêt des différentes pièces. Même question, Jean-Pierre. Quel bénéfice chez vous? J'ai rebondé un petit peu sur l'exposé de Nicolas, donc il y a eu une mise en œuvre très rapide. Peut-être étendre le champ autre chose que le contrôle. C'est-à-dire que le fait de récupérer une enveloppe surfacique ouvre des champs sur la redéfinition, la collaboration avec des métiers connexes, le développement, le bureau d'études qui a exprimé le besoin sur un plan. Donc ça nous ouvre des champs aujourd'hui assez multiples, un déjà chez un client, mais aussi sur des marchés complètement, je dirais, différents. C'est un outil qui est très transversal, c'est sa mobilité surtout qui est intéressante. Vous m'appelez à l'étranger, je prends l'avion, c'est une valise, je suis chez vous le lendemain, et le soir vous avez, je dirais, la photo du véhicule, du projet. Donc il y a une notion qui peut être un peu frustrante, c'est qu'on a extrêmement rapidement le maillage. Pour aller quelque part avoir un fichier, comme on dit, un solide, ça prend un peu plus de temps, mais il y a quand même une expression du résultat qui est extrêmement rapide. La mobilité, la rapidité. Si je peux rajouter quelque chose par rapport aux applications, donc effectivement, la majorité des applications, c'est des applications de contrôle, statuer si après une phase de production, la pièce est conforme à l'attendu ou pas. Mais je me rends compte que les scanners laser, comme disait Jean-Pierre, c'est aussi beaucoup en amont, c'est-à-dire pour la mise au point des premières pièces, scanner la pièce et tous ces allers-retours qui entre le bureau d'études et la production pour les mises au point, les réglages sur les premières pièces, le scanner va faire gagner énormément de temps sur toutes ces phases-là. Et aussi, la tendance que j'observe ces derniers temps au niveau de l'utilisation des scanners, ça va être beaucoup la partie MRO, c'est-à-dire réparation des pièces, notamment dans l'aéronautique, où on a des pièces qui coûtent très très cher. Et là, c'est très important de pouvoir scanner avec une grande fidélité la pièce, de caractériser les défauts, l'usure, et de statuer si la pièce est réparable, si on peut encore en faire quelque chose. Et aussi toute la partie, ce qu'on appelle skin defect, où vous savez, quand Airbus fabrique un avion, la compagnie destinataire vient inspecter l'avion, le moindre détail va être un motif pour eux de remettre en question peut-être le prix de l'avion ou certaines choses. Et donc les scanners permettent donc de scanner toute la par exemple le fuselage de la pièce et d'aller voir les petits défauts, les petits détails, de les réparer et de faire en sorte que l'avion puisse être livré de manière conforme. Alexandre, est-ce qu'il y a quand même des limites au scanner 3D? Sans doute. C'est quoi les limites
dans son utilisation. Et après, Ouais. Jean-Pierre et Nicolas peut-être nous parleront de leur expérience. Ouais, les limites, ça va, Nicolas en parlait un peu, il parlait de matification par exemple. C'est-à-dire que lorsqu'on a des surfaces qui sont trop brillantes ou transparentes, mais transparentes, vraiment, on peut rien y faire, il va falloir vraiment matifier. Mais brillante. Mais brillantes, effectivement, il peut arriver qu'on ait à matifier la pièce. Mais les scanners ont fait beaucoup de Donc progrès. c'est mettre la poudre, c'est ça? Ouais, voilà. Positionner une poudre, alors ça peut se faire manuellement avec de poudre aérosol, ou alors on peut avoir des cellules de matification automatisées avec des robots et des buses. Ça, on retrouve ça dans l'aéronautique, par exemple, pour matifier certaines pièces des moteurs d'avion. Mais voilà, en fait, d'ailleurs, ce matifiant, il peut aussi, les matifiants ont également fait des progrès, ils peuvent s'auto-disperser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a positionné le matifiant, au bout de quelques minutes ou de quelques heures, il va pouvoir disparaître complètement de la surface de la pièce. Donc il n'y a pas cette opération de nettoyage à faire. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Mais sinon, je disais que les scanners ont fait beaucoup de progrès, c'est-à-dire que maintenant, ça commence à devenir assez rare qu'on ait absolument besoin de matifier la pièce. Parce que les scanners travaillent sur des projecteurs qui sont de plus en plus puissants, qui limitent les effets liés aux réflexions de la pièce et tous les petits problèmes qu'on pouvait avoir avec la brillance de la pièce. On est en train de faire des progrès et d'essayer de s'affranchir de la matification. Et notamment pour les scanners à lumière structurée, soit ils sont positionnés sur un trépied ou sur un robot. Lorsqu'ils sont positionnés sur un robot, on a des logiciels intelligents qui arrivent à faire prendre au scanner des angles qui vont permettre de chasser la réflexion ailleurs et de pouvoir numériser sans utiliser de matifiant. Jean-Pierre, des cas de limite un peu d'utilisation de C'est l'appareil. le design de la pièce, le design de la pièce qui est Design, problématique, des choses un petit peu profondes, parce qu'on a un champ qui va rentrer dans une pièce, il y a une notion d'ombre un petit peu, de ce que vous voyez pas, vous le scannez pas. Je prends une roue par exemple dans un passage de roue, pour parler de voiture, ce qui est à l'intérieur de la jambe, je vais pas le voir. Donc à partir du moment où je peux pas projeter, je peux pas capter. Donc c'est-à-dire peut-être des montages. Donc on passe là dans la métrologie avec des étapes de référence pour voir ce que je vais scanner derrière. Mais donc c'est analyser un petit peu par rapport à la techno, comment je vais opérer dans le process pour être le plus complet possible. Voilà. D'accord. Nicolas. Ça a été bien résumé. Globalement, l'accessibilité effectivement de certaines zones. Alors, les systèmes ont évolué avec les années, ça s'améliore vraiment de façon continue. Si on revient 3, 4, 5 ans en arrière, c'était des systèmes avec 2 caméras. Il fallait absolument que les 2 caméras voient en fait la même chose pour pouvoir ressortir la surface. Maintenant, une seule caméra peut faire l'acquisition en fait de la surface. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin, mais forcément sur des zones, par exemple sur des cavités cylindriques et très profondes, là on est clairement limité. Et ça se limite aujourd'hui à simplement l'enveloppe de la pièce, on n'a pas forcément la structure interne de la pièce forcément. Très bien, alors quelles sont finalement les évolutions futures d'un scanner 3D selon vous, Alexandre? Alors à chaque génération de nouveaux scanners, on améliore toujours l'incertitude de mesure, la vitesse du scan, la résolution des caméras, la capacité à mesurer des pièces, enfin des surfaces non coopératives. Donc ça c'est pour la partie matérielle. Il y a aussi le pendant logiciel, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités du logiciel qui va piloter le scanner vont également beaucoup compter dans la performance globale du scanner. Donc à chaque génération, on améliore un peu tout ça. Mais sinon, pour aller plus loin, je ne vois pas poindre de saut technologique qui ferait que la technologie du scan va être révolutionnée à court terme. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Alexandre Gérard, je rappelle, vous êtes responsable des ventes de scanners 3D chez Zeiss pour le Sud-Ouest. Nicolas Liévaux, vous êtes responsable produit chez Ademac1. Et Jean-Pierre Touchard, le dirigeant de STMPO. Merci à tous les trois de cette discussion, c'était vraiment passionnant de vous écouter. Alors MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MP l'émission. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite. Votre émission vous a été présentée par Zeiss.